Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette 19e, de cette 20e étape, pardon, de la Vuelta. De la 19e, c'était hier. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. Coureur top, bonnet d'âne, classement, note de la journée, le grand résumé également de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube, et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez faire un Super 5, ça c'est seulement si vous avez les moyens, et je remercie les gens qui le font, je remercie également les gens qui se sont abonnés sur cette Vuelta. On regarde tout de suite cette étape numéro 20. Bon, étape qui m'a pas vraiment plu. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de spectacle que ça, mais j'ai envie de dire que c'est souvent le cas sur les dernières journées de haute montagne d'un grand tour. Souvent, je suis déçu parce que peut-être que j'ai trop d'attentes par rapport à la course que l'on peut avoir. Là, je pense que c'est vrai qu'hier, Roglic a fait mal. Aujourd'hui, on s'est un peu contenté des places d'honneur. Et ça aura peut-être des conséquences pour demain. C'est peut-être que certains coureurs auront des regrets par rapport à cette journée. On regarde tout de suite ce qui s'est passé. Alors, il n'y avait pas d'abandon ce matin, même si on a appris assez vite qu'il y avait des petits soucis du côté de la Bora Hansgrohe. À 171 km de l'arrivée, première attaque avec Asgreen et Leinze. Et on va voir beaucoup d'attaques sur les premiers kilomètres, notamment à un moment, 3 coureurs qui décideront de s'échapper. Ce qui va lancer un petit peu l'échappée du jour. Ces 3 coureurs, c'est Vine, Frigo et Terrada. Et ensuite, ils seront rejoints, donc ça c'est à 164 km de l'arrivée, ils seront rejoints par Solé, Berthet, Moniquet et Canal, si je ne me suis pas trompé du côté des noms. On aura également Jack Haig, Leinze, champion, et Castrillo également dans cette échappée. Échappée donc qui se forme dans les 10-15 premiers kilomètres de cette étape. De toute manière, on n'ira pas extrêmement vite sur cette journée. On était quasiment sur l'horaire le plus lent. Quelques kilomètres après, on a Max Pool qui va essayer de rejoindre ce groupe, mais qui sera repris assez vite. Et c'est quand même la mauvaise nouvelle du jour parce qu'ils avaient un DSM, sauf qu'on va demander à Leinze de attendre Pool et qu'en fait les deux vont être repris par le peloton. Donc c'est pas vraiment la bonne opération du jour du côté de cette formation DSM. Derrière, Pedersen qui va rouler pour Landa. On comprend bien que du côté de Soudal Quickstep, on a une idée derrière la tête. Première côte de la journée, une côte de 3e catégorie. Il y a une bagarre dans cette échappée entre Vine, Castrillo et Solé, et c'est Jevan qui passe en tête devant Pablo Castrillo. Ça sera pareil dans la 2e côte de 3e catégorie à 117 km de l'arrivée. À 88, nous avons le premier mouvement de course à l'avant de cette échappée avec l'attaque de Marc Solé. Et ce qui fait qu'à 84 km de l'arrivée, on se retrouve dans une situation un petit peu technique. Donc c'est pour ça que je vous ai fait, je vous l'ai marqué à l'écran, la situation. Là j'ai fait un petit imprime écran. C'est à 85 km de l'arrivée, on a Marc Solé qui est en tête. Vous avez Jevan et Clément Berthet dans un deuxième groupe à 20 secondes. À 48 secondes, Frigo, Moniquet et Castrillo. Canal est à 1,01 avec Jack Haig, champion et Terrada, et le peloton est à 3,28. De toute façon, le peloton va laisser un petit peu d'avance au début, mais assez vite on va rouler derrière cette échappée, notamment la Soudal Quickstep. Terrada et Jack Haig qui vont être repris par le peloton à 80 km de l'arrivée. Et puis on apprend que ça ne va pas très fort du côté de la Bora. On va perdre Patrick Gamper, mais on va perdre aussi Daniel Felipe Martinez, la télévision espagnole, qui indique qu'il y a un membre du staff qui est même opéré au moment où l'étape se déroule à cause d'une intoxication alimentaire assez sévère. Dans cette côte, le Portillo des Lunada, Marc Solé passe en tête, Vine deuxième, Frigo troisième, et donc il y a un gros combat entre Solé et Vine au niveau des points du côté du classement de la
montagne à 69 km de l'arrivée, le groupe numéro 1 le groupe de poursuivants qui va reprendre Marc Solé, mais qui va quasiment repartir du même coup. Alors, à ce moment-là, le groupe numéro 1 est composé de Jevine, Berthet, Frigo, Castrillo, Solé, donc Solé qui réattaque quasiment juste après. Et derrière, la Soudal qui continue de rouler, l'écart à 67 km de l'arrivée est à 2 minutes 56. À 60 km de l'arrivée, Solé a 40 secondes d'avance sur le groupe numéro 2 et le peloton est à 2 minutes 33 au Portillo de la Sia. Solé est en tête, Vine passe en deuxième position et donc Solé repasse en tête du classement de la montagne. Il est même repris à 48 km de l'arrivée. Et on apprend donc à 40 km de l'arrivée, 2 nouveaux abandons du côté de la Bora, Patrick Gamper et Nico Denz. Ce qui fait qu'autour de Roglic, on n'est plus vraiment nombreux, surtout qu'il va perdre assez vite Vlasov, donc il ne peut plus compter que sur Lipovic quasiment du côté de cette étape. À 37 km de l'arrivée, c'est Marc Solé qui est lâché, puis Pablo Castrillo. Et enfin, à 36 km de l'arrivée, Landa accélère avec Cataneo Roglic et Roger Adria. Vous avez également Lipovic, mais la plupart des leaders arriveront à suivre, sauf Skelmose, qui est légèrement lâché, Guillaume Martin, Adam Yates, et surtout le début des galères pour Carlos Rodriguez du côté de la Ineos, qui va se retrouver très vite à la minute. À 32 km de l'arrivée, l'échappée est reprise. Sivakov qui décide d'attaquer quelques kilomètres après du côté de la UAE et très vite il va prendre de l'avance, notamment une quarantaine de secondes d'avance par rapport au peloton des favoris. Au Puerto de los Tomos, c'est Sivakov qui passe en tête devant Mas, Adria et Jevine. Et enfin, Jevine va se retrouver en tête du côté du classement de la montagne avec cette bagarre avec Marc Solé. Les lâchés sont de retour et donc Rodriguez continue à perdre du temps. Il se retrouve à 2 minutes 23. À 8 km de l'arrivée, Sivakov a 55 secondes d'avance, mais on attaque le Picon Blanco. Et à partir de 4 km de l'arrivée, une accélération de Primoz Roglic, ce qui fait que l'écart se réduit. On revient même sur Sivakov. Et à ce moment-là, enfin un petit peu avant même, Ed Dunbar décide de sortir. On est à 3 km... J'ai oublié de noter le kilométrage précis. C'était 2 km 800, pardon. Et à ce moment-là, il décide de sortir. Alors, derrière, on va attaquer, on va tenter de faire des choses. Beradé va attaquer, Gaudu également va attaquer, Roglic. Mais personne n'arrivera à revenir sur Adi Dunbar qui s'impose devant Enric Mas, Roglic, Carapace et Urko Beradé du côté de l'équipe Kern Pharma. La note de cette journée... 8 sur 20, c'est pas une grande étape de montagne. Au final, à part Rodriguez, il y a assez peu de changements au niveau des classements. Il n'y a que Rodriguez qui avait véritablement perdu du temps. Dans le top 10, vous avez Lipovic qui gagne une place. Mais en fait, voilà, le seul grand changement, c'est Rodriguez qui en perd 3 et tous les concurrents derrière lui qui gagnent une position. Il n'y a pas vraiment eu de grands changements du côté de cette journée. Roglic n'a jamais été inquiété. Landa n'a jamais vraiment lancé de grande hostilité malgré le fait qu'il ait laissé travailler toute son équipe. Donc ça a été une dernière étape un petit peu maussade, voilà, comme le temps de cette dernière semaine du côté de cette Vuelta, parce qu'aujourd'hui il faisait que 16 degrés de moyenne sur l'étape, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais voilà, on a eu une dernière semaine de course où un peu moins intéressante, un peu moins spectaculaire que ce qu'on a pu avoir notamment en première semaine ou en deuxième semaine du côté de cette Vuelta. Donc c'est pour ça que je ne mets que 8 sur 20. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, je commence avec Ed Dunbar. Très belle performance de Ed Dunbar celle-là elle est encore plus belle je pense que la première victoire d'étape parce que la première c'est il attaque mais il y a un gros groupe, je sais plus, ils étaient 25 ou 30 en début d'échappée. C'est sur un final sur le plat, il tente sa chance mais c'était pas le plus fort de l'étape. Là aujourd'hui il fait pas partie de l'échappée. Il attaque en fin de journée face au meilleur du peloton. Et je pense que celle-là, elle a une saveur particulière
Déjà parce qu'il a montré que ça fait partie des bons grimpeurs aujourd'hui du peloton. Alors même si ça s'est regardé un peu, parce que c'est vrai que tout le monde essayait de contrôler sa place. Tout le monde voulait garder sa place au général, mais c'était un petit peu comme ça. Et il a quand même réussi à partir. Le Picon Blanco, c'est quand même pas n'importe quelle difficulté. Il y a des bons qui se sont imposés au Picon Blanco ces dernières années. Et puis surtout, il a montré, Dunbar, qu'il était à un niveau qui était bien supérieur à ce qu'il avait montré les fois d'avant. Donc, satisfait de ce qu'a fait Ed Dunbar sur cette journée. Moi, je l'ai trouvé très bon. Voilà, Ed Dunbar. Ça va lui faire du bien. C'est un peu comme David Gaudu. C'est des mecs qu'on connu, ou Roglic, peut-être aussi un petit peu, mais ça fait voilà, ou Van Aert aussi avant de tomber, mais ça fait partie des mecs qu'on connu des années qui n'étaient pas forcément évidentes, qui arrivent à se relancer un peu sur cette Vuelta. Alors lui il ne s'est pas relancé pour le général. En même temps, il était quand même tombé 8 ou 900 fois en moins d'un mois, en moins d'un an, pardon. Parce qu'en moins d'un mois, c'est quasiment une sortie par chute par sortie, enfin une chute par sortie d'entraînement. En plus, il s'est fait 2 fois le poignet. Enfin, à chaque fois, il s'est pété un truc quasiment à chaque fois qu'il est tombé, Dunbar. Et le voir revenir, c'est une belle preuve de résilience du côté de Dunbar. Souvent, on utilise ce mot un petit peu à tort ou à travers, mais je trouve que Dunbar, là, il a montré sa capacité à se remettre, à se relancer mentalement, parce que ça a été très compliqué. Je pense qu'il y a des moments où il est passé par des situations difficiles où je pense qu'il devait se dire je suis un moins que rien, voilà, je ne sais pas tenir sur un vélo, on m'a payé pour être leader dans une équipe et j'arrive pas à tenir mon rang et pourtant c'est hyper important pour ma formation. Et là, il a réussi quand même à pas mal se relancer. Njahiko Alula qui a plutôt été à l'aise, hein. Alors certes, c'était des individualités. On a vu notamment beaucoup Dunbar, beaucoup Mauro Schmidt aussi. Qui n'a pas eu la gagne en termes de résultats, mais qui ont montré voilà, des bonnes choses pour une équipe dont je n'attendais pas forcément grand-chose avant le départ de cette Vuelta. Hein. C'est vrai qu'il y avait Dunbar, on ne savait pas trop où il en était. C'était Zana, on ne savait pas trop aussi ce qu'il pouvait faire. Et je trouve que voilà, c'est une équipe qui a montré pas mal de choses. Bon, il y a Demarchi qui a été assez transparent, mais je dirais que sinon, ça a été... et puis bon, les coureurs qui ont abandonné, hein, c'est vrai que Chris Harper, on l'a assez peu vu, notamment, et Scottson aussi. Mais je trouve que voilà, pour une équipe dont je n'attendais pas grand-chose, il y a quand même eu des résultats, 2 victoires d'étape, Mauro Schmidt qui fait podium également. Ça va faire du bien en termes de points. UCI, deuxième coureur top, O'Connor. Pour moi, O'Connor est le grand gagnant de cette journée, pour le podium. Pour plusieurs raisons, déjà, je suis content pour O'Connor. Déjà parce qu'aujourd'hui, on a vu du Félix Gall, on a vu Clément Berthet qui est parti dans l'échappée, mais on a vu quand même un petit peu l'équipe performer, du bon Paré-Peintre sur cette 3e semaine. Ça a souligné, parce que ça fait 2 fois qu'il finit très bien ses grands tours, hein, Paré-Peintre. Donc ça veut dire qu'il y a des qualités de récupération. Mais Ben O'Connor, aujourd'hui, c'était celui qui était le plus en danger. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une étape qui était très montagneuse, et encore une fois, je vous l'avais dit hier, Ben O'Connor n'était pas le meilleur en montagne, loin de là. J'avais dit jusqu'à maintenant, Ben O'Connor en haute montagne, il ne nous a pas montré grand-chose. Deuxièmement, parce que j'avais dit, potentiellement, il peut y avoir un contre-coup. Tu perds le maillot rouge, derrière, c'est dur de se relancer. Sauf que ce matin, je vois son interview, je me dis, déjà, le mec, il a la bonne mentalité. Parce que ce matin, en interview, il dit, moi au moins, j'ai porté le maillot rouge de leader pendant 15 jours, ce que certains ne feront peut-être jamais dans leur carrière. Et c'est vrai que c'est pas faux. Donc tu vois, il a réussi à trouver du positif, même dans une situation où hier c'était un petit peu compliqué. Donc ça voulait dire déjà qu'il partait avec le bon état d'esprit. Et aujourd'hui, Carapaz, Mas, fallait qu'il prenne du temps sur lui. Parce que Ben O'Connor, pour moi, est meilleur au contre-la-montre que Carapaz et que Enric Mas. Donc pour moi, il devait être en position défensive, il fallait qu'il réponde aux attaques des deux. Il a parfaitement répondu aux attaques des deux. Donc aujourd'hui, Ben O'Connor est toujours deuxième du général. Et je pense que ça va être compliqué. Hein. Mas, il est à 20 secondes derrière. Enfin, Carapaz est loin. Carapaz, sa mauvaise journée hier lui coûte un peu cher. Mais Carapaz est à 1 minute 58 secondes. Alors Enric Mas, il a moins de 10 secondes.
Est-ce que Henrik Mas va vraiment réussir à reprendre 10 secondes sur Ben O'Connor? Si on regarde le premier chrono, on va faire ça pour voir quel était l'écart de temps à Lisbonne sur 12 km. Parce que c'est un parcours plat et demain on aura aussi un parcours très plat. Ben O'Connor, alors Henrik Mas avait fait plutôt un bon chrono, hein, je m'en souviens. Henrik Mas, il avait fini 32. Donc il avait fini devant Ben O'Connor. Ben O'Connor avait fini 58e à 52 secondes. Donc techniquement, il y avait 12 secondes, 13 secondes entre les deux. Sauf que Ben O'Connor jouait pas totalement le général à ce moment-là. Ben O'Connor, je pense qu'il avait plus la tête à jouer surtout des étapes. Je me dis quand même que demain, Henrik Mas aura du mal. Et de toute manière, même si Henrik Mas passe devant, imaginons demain, il perd la deuxième place. Bah, il finit troisième. Donc, parce qu'il avait fini devant Carapaz. Hein. Carapaz, même s'il avait fait un... non, quoi que Carapaz avait fait un bon chrono. C'est vrai. Non, Carapaz, il avait fini 35. Donc, il avait fini plus loin que les deux autres. Mais bon, Carapaz, sur un chrono plus long, ça risque d'être compliqué. Mas, il faudra voir aussi, parce que là, aujourd'hui, il semblait pas hyper fringant à certains moments dans l'étape. Alors, il finit fort, hein, Henrik Mas. Mais est-ce qu'il n'a pas attaqué plus tôt parce qu'il n'en avait pas les capacités? Et c'est vrai que Ben O'Connor, pour moi, c'était celui qui pouvait le plus perdre sur cette étape, parce qu'il pouvait perdre 1 minute 30, 2 minutes. Le fait qu'il ne perde pas beaucoup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que de toute manière, il sera sur le podium demain. Il sera sur le podium, entre 2 ou 3. Il sera sur le podium, ce qui n'est jamais arrivé dans sa carrière. Je ne pense pas que Carapaz ait la capacité de reprendre 58 secondes à Ben O'Connor sur 24 km. Donc c'est un résultat réussi. Voilà. Du côté de la Décathlon, du côté de Ben O'Connor, qui aura fait 4e sur le Giro, 3e sur la Volta. C'est quand même une saison très intéressante du côté de l'Australien, même si encore une fois en haute montagne, il aura montré qu'il y a du boulot, voilà, pour l'année prochaine encore. Et puis du bon Félix Gall aujourd'hui, hein, qui a bien travaillé pour Ben O'Connor dans le final. Roglic, bah oui, on était inquiet pour Roglic. On était inquiet parce que quand on a vu les infos d'intoxication, moi j'étais inquiet parce que c'est vrai que autant Gamper il est lâché quasiment d'entrée. Gamper et Dent, mais c'était des mecs qui avaient fait énormément d'efforts hier, qui étaient arrivés dans les 2 derniers d'étape en plus hier. Donc ça m'inquiétait pas plus que ça. Mais quand je vois Daniel Felipe Martinez lâché, je me dis aïe, ouais, ça pue du cul ça. C'est pas du tout l'idéal, Daniel Felipe Martinez qui abandonne. Tu vois Vlasov lâcher très tôt, là tu apprends les informations d'intoxication alimentaire, là je me dis, déjà Vlasov dans quel état il est, physiquement, et je me dis, il n'y a plus que Lipovitz, Aleotti, on va pas le voir, donc il ne reste plus que Lipovitz, il va peut-être être attaqué de tous les côtés, sauf qu'il a été en finale assez peu attaqué, il a même pris les devants à un moment pour accélérer. Là aujourd'hui l'objectif n'était pas forcément de gagner l'étape, de toute manière on a déjà gagné sur cette Volta, on en a gagné 3. Je crois que l'objectif était surtout de sécuriser au niveau de l'écart au général. Et le fait qu'en plus Landa l'a bien aidé en roulant pendant toute la journée et au final en faisant une attaque qui n'était pas exceptionnelle. C'est vrai que ça a bien aidé Roglic, mais il n'a pas paniqué. Il a eu parfois des dernières journées de course compliquées, notamment sur Paris-Nice. Et là, il a bien résisté à la pression. Ça a été une belle étape pour Primož Roglic, malgré une équipe qui a été en grande difficulté sur cette dernière journée. On espère que demain, il ne soit pas en PLS, Primož Roglic, mais s'il a même 70% de ses capacités, normalement, il ne va pas perdre 2 minutes sur O'Connor, et il ne va pas perdre 3 minutes sur Carapaz. Donc je pense que au niveau du classement général, c'est plutôt bien fait, mais voilà, je voulais souligner Roglic. Je voulais souligner également 2 autres coureurs, Jevine. Belle bagarre pour le maillot à poids. Aujourd'hui, on nous a fait chez UAE, comme souvent depuis le début de cette course quand même, on a eu quand même le sentiment que tout le monde courait pour sa pomme. Là aujourd'hui, c'était comme en Formule 1, il y avait un directeur de course qui disait « Let them race », laissez-les se battre. Aujourd'hui, on les a laissés se battre. Vraiment, je pense qu'il n'y avait pas de consigne entre les deux. Parce que je me suis dit au départ, Marc Solé est en tête du classement de la montagne, donc même s'il y a Jevine, on va laisser Marc Solé
prendre les points, c'est parce qu'il a été en tête du classement du maillot blanc à pois bleu. Et ben non, les deux se sont battus, ça a été une grosse bagarre de chiffonnier, ça joue au final à 2 petits points, mais Jevan s'impose. Alors peut-être que ce soir à l'hôtel, l'ambiance sera pas exceptionnelle chez UAE, parce que c'est vrai que là, Jevan qui pique le maillot à son coéquipier, c'est pas arrivé souvent, mais voilà, ça a été Let's and Race. Ça nous a animé les journées, parce que c'est vrai qu'on comprenait bien que l'échappée n'irait pas au bout, mais c'est vrai que les deux, cette bagarre à distance, parce qu'ils ont rarement été ensemble au même moment, entre les deux, ça a vraiment bien animé cette étape, même si j'aurais aimé que du côté de la réalisation, on nous mette beaucoup plus d'informations du côté des écarts. Ça aurait été intéressant. Je viens de bailler 2 fois, hein, je m'excuse. Pourtant il est 19h50. Je suis un peu en retard même pour enregistrer, mais petit coup de mou, dis non. Avant le repas. Et puis donc Jevan, très bon. Et puis je termine avec Urko Beradé, qui finit quand même très fort, Urko Beradé. Encore une fois, la Cairn Pharma qui a été vraiment excellente. Avec alors petite déception quand même au niveau du général. Non, parce que je crois que Para... Il est où, Para? Il finit même 17ème, Para. Il est 17ème, en sachant qu'il a 5 minutes d'avance sur Vlasov et 11 minutes de retard sur Fortunato. Il ne gagnera pas de position, mais voilà, Para qui finit 17ème. Beradé, je ne sais pas où il était au classement, mais il n'était pas dans le top 30. Ben voilà, il passe 42e, voilà, Urko Beradé. Mais c'est vrai que la Cairn Pharma a vraiment été impressionnante sur cette semaine de compétition. Donc excellent du côté de la Cairn Pharma. Et j'espère qu'on retrouvera cette équipe l'année prochaine sur la Vuelta. Mais ça, ce n'est pas de mon ressort. Et on aura cette information-là que très tardivement. Mais c'est vrai que cette équipe a quand même été tout à fait excellente. Et Beradé aujourd'hui 5e, ça fait encore des points UCI. Ils ont amassé un nombre de points UCI assez important. On verra ça lors du débrief de cette Vuelta. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, le premier du jour, Carlos Rodriguez, le coureur espagnol, qui finit pas bien. Alors, il a un vrai souci, Carlos Rodriguez. Quand vous regardez tous ces grands tours auxquels il a participé, alors souvent, je considérais que c'était la chute qui faisait qu'il finissait mal, mais la chute était déjà peut-être provoquée par un manque de lucidité. Parce que quand on regarde jusqu'à maintenant, à chaque fois, il s'écroule dans la dernière ou l'avant-dernière étape. Alors, est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème de concentration, trop de pression, de gestion de la pression? Est-ce que c'est la fatigue? C'est qu'au bout d'un moment, il explose sur ces dernières journées. Mais là encore, alors là, il n'y a même pas eu de chute aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il finit mal. Il finit mal cette Vuelta, alors qu'il paraissait... Alors, il paraissait pas excellent hier, mais il paraissait... Là, aujourd'hui, il s'écroule complètement. Il y a une différence de niveau qui est assez dingue pour Carlos Rodriguez. Et ce qui fait qu'il se retrouve très loin désormais pour le maillot blanc, qui était quand même, pour moi, son objectif numéro 1, ce maillot blanc. Face à Skelmose et face à Lipovic, il finit 3e. Il finit 10e du général seulement, alors que son équipe a travaillé quasiment intégralement pour lui, à part Narvaez qui a joué, on va dire, un peu plus sa carte. Mais sinon, quand même, une grande partie de l'équipe a travaillé pour lui. C'est décevant sur la fin, quoi. Ça s'écroule sur la fin. Je dirais pas que sa Vuelta a été incroyable, mais c'est vrai que quand on regarde sa dernière semaine à Rodriguez, moi qui le mettais parmi les revenants, sa dernière semaine, elle est pas au niveau de ce qu'a fait David Gaudu, Skelmose, même un Sepkus qui ont été meilleurs sur cette dernière semaine. Alors même si Sepkus ça s'est écroulé aujourd'hui, mais là je trouve que du côté de Carlos Rodriguez ça a été décevant et l'année est pas exceptionnelle pour Rodriguez, parce que le Tour de France a été quand même extrêmement compliqué. Parce que si vous regardez bien aussi, parce que là aujourd'hui il perd beaucoup de temps en plus Rodriguez, il perd 3... Il perd, il est 5,42 aujourd'hui, il finit à 5,42. C'est énorme le temps qu'il a perdu sur cette étape. Heureusement en général il était assez loin, mais
C'est vrai que quand vous regardez son Tour de France, il fait 7e, mais sans avoir pesé sur la course. Au final, sur ce Tour d'Espagne, bon, il va faire 10e sans avoir tant pesé sur la course que ça, parce qu'il y a 3 top 10, mais pas de top 5, par exemple, sur cette épreuve. Ou un Dauphiné, où il était quand même assez loin de Roglic, même s'il finit bien. C'est ça qui est surprenant, il finit bien, ce critérium du Dauphiné. Mais sa première partie de saison était bonne. C'est vrai que là, je vois le Tour du Pays Basque, Tour de Romandie, Dauphiné, c'est vraiment bien ce qu'il réalise. Mais la fin d'année est vraiment pas bonne. Alors c'est vrai qu'il est à 74 jours de course aussi, hein, dans les pas, donc ça a peut-être pesé à un moment, parce qu'il a quand même enchaîné Tour du Pays Basque, Romandie, ce qui n'est pas si anodin de ça. Il en a fait 2 en avril, et c'est vrai qu'il a repris tard. Hein, il a repris à Grande Camino, il a enchaîné ensuite avec Paris-Nice, derrière Pays Basque, Tour de Romandie. Bon, Dauphiné après, il y avait un mois de pause, et ensuite Tour de France et Tour d'Espagne, mais peut-être un peu trop de jours de course. Mais si vous regardez son Tour de France l'année dernière, il perd du temps sur l'étape du Markstein, un petit peu de temps sur l'étape du Markstein. Si on regarde sa Volta 2022, c'est sur les derniers jours et il s'écroule après sa chute. Donc là, c'est sûr que ça fait un petit peu beaucoup, quoi. C'est son 4e grand tour, hein, seulement. C'est vrai que sur ces 2 Tours de France et c'est sur 2 et Vuelta, il a tendance un petit peu à s'écrouler sur la fin. Lui qui avait fini 2e du Tour de l'Avenir, c'était en 2021, derrière Tobias Allan Johannesson qui, il faut bien le dire, pour le moment n'a pas la même réussite que lui. Il y avait aussi la Zana et l'Emreise et Hugo Toumir. Pour l'instant, Hugo Toumir, c'est discret, hein, en termes de résultats. Mais ça reste un coureur qui a 22 ans, Hugo Toumir, qui était peut-être un petit peu plus jeune que ses autres adversaires. C'est vrai que chez les pros, pour le moment, c'était un petit peu plus calme, hein, Hugo Toumir. Cette année, pas de grand tour, par exemple, pour Hugo Toumir. Un seul grand tour, c'était un Giro. Dans sa carrière, c'était l'année dernière. Fini à la 82e place. Et pour le moment, assez peu d'échappés. Il n'a pas un rôle hyper important dans les équipes dans lesquelles il passe, mais c'est vrai que pour le moment, Carlos Rodriguez, c'est celui de cette génération-là quand même qui s'en sort pas mal, avec Marco Frigo aussi, qui était de cette génération-là. Là, je vois, il y avait aussi Lipovitz, Steinhauser, par exemple, quand on regarde un petit peu le top 20, top 30, Garofoli était là aussi, Benelli aussi. Mais c'est vrai que du côté de Carlos Rodriguez, ces fins de grand tour sont toujours un petit peu difficiles et ça serait bien de rectifier le tir pour ce coureur-là et d'avoir des meilleurs résultats. Mais bon, ça après, il faudra voir comment ça se passe dans le futur. Ça sera la grande interrogation. Mais c'est vraiment un domaine où il doit travailler, Carlos Rodriguez, c'est là-dedans, dans sa gestion des derniers jours de course, parce que là je trouve qu'il y a des progrès à effectuer. Coureur qui a un contrat jusqu'en 2027 avec Ineos, c'est un coureur qui a un contrat longue durée. Est-ce qu'il sera rejoint par d'autres coureurs? C'est la grande question. On nous parle beaucoup de Pablo Castrillo chez Ineos notamment, mais Ineos sera intéressé par d'autres coureurs espagnols. Par contre, pas par Landa, qui est le deuxième bonnet d'âne du jour, Mikel Landa. Oui, parce que aujourd'hui, il perd quand même 23 secondes et surtout, il finit derrière Carapaz, derrière Enric Mas, derrière Gaudu aussi, derrière Ben O'Connor, alors qu'il fait rouler son équipe toute la journée. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'échappée n'est pas allée au bout, c'est en grande partie à cause de la Soudal Quick-Step. Donc quand tu fais rouler ton équipe toute la journée, tu fais quand même une attaque qui est assez timide. On va pas se mentir, mais son attaque, je sais plus, il l'a fait à... j'ai dû oublier de noter quand il fait son attaque Landa, mais l'attaque de Landa, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est vraiment, tu sens qu'il n'y a pas d'explosivité. Landa est capable de faire mieux que ça en termes d'attaque. Là, quand il accélère, ça fait là, le petit ballon de baudruche qui se dégonfle du côté de Landa.
Et c'est quand même con d'avoir fait rouler son équipe toute la journée, alors qu'un Mauri Van Sonnenant aurait peut-être pu prendre l'échappée, ou d'autres coureurs, parce que Asgreen par exemple était dans la première attaque du jour. En plus, j'ai pas vraiment compris pourquoi il s'est excité à rouler, parce qu'en gros, dans l'échappée, ils n'étaient pas dangereux pour le général. Donc je pense qu'il y avait vraiment une idée derrière la tête du côté de Landa, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du côté du coureur espagnol, alors qu'à cette tenue, ses coéquipiers, quand lui il a fait la redescente du Picon Blanco, il a poussé certains de ses équipiers. Est-ce qu'il aura un carton jaune? Parce que c'est vrai que les cartons jaunes jusqu'à maintenant, on n'a encore eu aucune exclusion du côté des cartons jaunes. Il va peut-être quand même falloir rectifier le tir sur ce système-là et surtout clarifier certaines choses. Je trouve que ça manque beaucoup de clarification au niveau des cartons jaunes. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a été exclu au niveau des cartons. Et du côté de cette équipe, oui, on a roulé un peu pour pas grand-chose, quoi. Enfin, quand tu regardes le résultat final, parce que Landa n'a pas repris de temps sur ses adversaires, parce que Landa n'a pas été chercher la victoire d'étape. Donc Landa a gagné une position générale, pardon, il est 8e. C'est loin d'être exceptionnel pour Mikel Landa. Donc, ouais. Je pense qu'il y a eu l'après-Tour de France qui a dû jouer, parce que Landa, même s'il avait pas je crois qu'il n'avait pas beaucoup couru en début de saison. Ah, quoi que si. Ah, il est quand même à 69 jours. Même s'il avait repris. Il avait fait quand même le Tour de l'Algarve. J'avais oublié qu'il avait fait le Tour de l'Algarve, Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque. Quand il avait abandonné, Dauphiné aussi. Championnat d'Espagne, Tour de France, Classica San Sebastian et la Vuelta. Et bien peut-être que cette Vuelta a été un peu trop difficile à gérer. Après, quand tu regardes, oui, il fait 8e aujourd'hui. C'est pas son pire classement non plus. Il avait fait 9e au Coutou Negrou. Donc voilà, mais je pense que sur ces derniers jours de course, peut-être un petit manque de fraîcheur parce que vraiment son attaque, elle était loin d'être transcendante. Et puis je termine avec Sepp Kuss. Ouais, il faisait partie plutôt des revenants. J'avais misé sur lui aujourd'hui, Sepp Kuss. Notamment, j'avais misé sur Jevine en cas d'échappée, mais surtout sur Sepp Kuss. Et du côté de Sepp Kuss, aujourd'hui, il perd 7 minutes 04. Il finit juste devant Nero Quintana et derrière Rosé Félix Parra. Ça a été une course compliquée, je pense. Pour moi, dès le départ, on ne misait pas dessus pour le général. Parce que vu l'énergie qu'on a déployée pour faire gagner Van Aert, ouais, je vous en avais parlé avec Robert Resing, mais pour moi, on ne roulait pas pour un mec qui pouvait gagner le général. Et on ne roulait même pas pour un mec qui pouvait faire top 5. C'est-à-dire qu'on avait. Je pense que dès le départ, on avait fait une croix sur la possibilité qu'aurait Sepp Kuss de faire un top 5. Peut-être parce qu'on savait que les jambes n'étaient pas exceptionnelles. Du côté du coureur américain, c'est vrai que son année a été compliquée. Seulement 54 jours de course. Il a été souvent absent, notamment. Enfin, il a assez peu couru, et puis il y a eu ce Dauphiné qui, je pense, a été un moment qui lui coûtait extrêmement cher dans sa saison. C'est vrai qu'il avait gagné Burgos, mais là, sur ce Tour d'Espagne, il n'a jamais été en mesure d'être à ce niveau-là, et puis il a très vite fait équipier de Van Aert. Et puis même sur la dernière semaine, on voit que certes, il fait 8e au Couto Negrou, 8e à l'Alto des Monte Calvillo, mais pas en mesure d'aller prendre les échappées non plus. Il n'a pas pris d'échappée. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Bon, c'est une année 2024 qui est en retrait par rapport à l'année 2025. Du côté de Sepp Kuss, on verra maintenant la suite de sa saison parce que c'est vrai que c'est un coureur qui va peut-être essayer de jouer sur la fraîcheur en fin d'année, ce qui peut être un avantage parce qu'il a 15 jours de course de moins que la plupart de ses adversaires. Mais c'est vrai qu'il défendait son titre sur la Volta et on peut le dire qu'il n'a jamais été en mesure d'inquiéter le top 5 du général. Et ça, c'est quand même un petit peu dommageable. Allez, on regarde tout de suite les différents classements.
Les différents résultats à un jour de l'arrivée, le classement de l'étape, la victoire donc d'Eddie Dunbar, deuxième victoire sur cette Vuelta pour l'Irlandais, devant Enric Mas, Primoz Roglic, Carapaz, Beradé de la Cairn Pharma qui fait une belle étape. On retrouve ensuite Skelmose, Gall, Beradé qui finit fort. Bon, la Cairn Pharma qui a fait une super course, ça on n'y reviendra pas. Premier français Gaudu, deuxième Sivakov, troisième Guillaume Martin. Clément Berthet également pas mal qui était dans l'échappée. 3 abandons aujourd'hui du côté... Enfin, 2 abandons du côté de la Red Bull, Bora, Gamper, Martinez, Juaresti du côté d'Euskaltel et puis un hors délai, Nico Dens pour 1 minute qui pour le moment n'a pas été recrédité du temps, on verra, mais j'ai pas l'impression que ça sera facile pour lui d'être dans le classement général. Bon, Red Bull, je pense qu'il paye déjà les efforts de la veille, et puis il semblerait qu'il y a eu une intoxication alimentaire à cause des œufs, notamment, enfin à cause d'une intoxication alimentaire. Primoz Roglic, donc, qui a 2 minutes d'avance sur O'Connor, 2-11 sur Enric Mas, 3 sur Carapaz, donc vraiment à part, gros problème de main, grosse panne de jambe, ça devrait le faire. Gaudu 5e. Alors ça va être compliqué quand même d'aller chercher le podium pour David Gaudu, et puis il faudra qu'il se méfie de Skelmose pour la 5e place. Ça risque d'être une grosse bagarre entre les deux parce qu'il n'y a que 30 secondes d'écart à peine. Et puis on retrouve ensuite Lipovic avec Landa, Sivakov, Carlos Rodriguez dans ce classement. Si on redescend la lanterne rouge pour le moment, c'est Tim Naberman toujours, mais il n'y a plus qu'1 minute d'écart, même un peu moins, avec Hidej Kenin, donc on verra demain. Entre les deux coureurs se jouera la place de lanterne rouge. Du côté du maillot vert, Caden Groves en tête devant Roglic, Max Poul, Castrillo un point derrière, donc on pourrait peut-être avoir une petite bagarre entre les deux. Pour la 3e place, on retrouve ensuite Bittner, Enric Mas. Le classement de la montagne, là aussi il y a une belle bagarre comme on en parlait, c'est Jevine qui s'impose face à Marc Solé et Pablo Castrillo dans ce classement. Et puis du côté du maillot blanc, Skelmose qui garde donc la tête avec désormais 1 minute d'avance sur Lipovic. Rodriguez est le grand perdant de cette journée à 5-13 au niveau du classement par équipe. Pas de changement, il y a eu en tête avec 34 minutes d'avance sur la Red Bull. Decathlon à 1h21, la Visma à 1h51 et 2h15 pour la Groupama FDJ du côté de ce classement, du côté de cette journée de compétition. Nous demain on se retrouve 7h pour la présentation du contre-la-montre de cette dernière étape de cette Vuelta. Alors le débrief par contre demain sera pas, il n'y aura pas de débrief demain parce qu'il y a la cérémonie de clôture des Paralympiques, donc je regarderai la cérémonie de clôture des Paralympiques, donc le débrief ça sera lundi pour ce contre-la-montre. Je pense pas qu'il se passe énormément de choses parce que ça s'enchaîne trop. Voilà, le contre-la-montre va se finir à 19h30, la cérémonie de clôture des Paralympiques je crois que c'est 20h30, donc ça se goupille pas parfaitement. Et puis on fera peut-être un débrief de cette Vuelta. Il y a assez peu de temps en fait entre la Vuelta et les championnats d'Europe encore, donc on essaiera de faire un débrief de cette Vuelta avec peut-être le conseil de classe. Et puis mardi, ça c'est sûr, il y aura un point sur les points UCI. Puis il y a un point Mercato aussi que j'ai pas fait depuis longtemps. Ça serait bien de voir où on en est ce début de septembre au niveau des différents contrats. Donc ça sera le programme pour la semaine prochaine, championnat d'Europe, les différents contrats. Il y aura aussi les classiques canadiennes la semaine prochaine qui seront en soirée. Donc on regardera un petit peu tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis bien nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao.